7h03 sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Mouvement d'humeur au sein de l'administration sénégalaise. Les agents du syndicat de l'administration du commerce ont décrété 48 heures de grève. Cela à partir du lundi 18 mai 2026. Et puis la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est tenue à Dakar et a servi de cadre de réflexion sur les défis sécuritaires, politiques et géopolitique du continent africain. À 3 jours du début du dialogue national avec son nouveau format, des organisations de la société civile sénégalaise réunies plaident pour l'élargissement des sujets aux préoccupations quotidiennes des Sénégalais au-delà des réformes institutionnelles et électorales. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. La 32e Assemblée régionale de l'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'est tenue à Dakar et a servi de cadre de réflexion sur les défis sécuritaires, politiques et géopolitiques du continent. Pour El Hadji Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, cette rencontre traduit la volonté des parlements africains de renforcer la coopération, le dialogue et les valeurs démocratiques au sein de l'espace francophone. El Hadji Malick Ndiaye est au micro de Djibril Niane et de Cheikh Tidiane Sène. La 32e Assemblée régionale Afrique se tient à Dakar. Ce n'est pas un hasard du calendrier. C'est un moment de notre histoire commune. Nos peuples, du Sahel au golfe de Guinée, des Grands Lacs à l'océan Indien, vivent une séquence d'une intensité rare. Remise en cause des architectures héritées, recomposition sécuritaire, exigence d'une souveraineté qui ne soit pas un slogan, mais une pratique institutionnelle quotidienne. Dans cette séquence, le Parlement n'est pas un décor. Il est le lieu où la souveraineté devient lisible. C'est dans l'hémicycle que la volonté populaire prend la forme de la loi. C'est dans le contrôle parlementaire que la dépense publique cesse d'être une opacité pour devenir une responsabilité. C'est dans le contrôle parlementaire que la dépense publique cesse d'être une opacité pour devenir une responsabilité. Et c'est dans la diplomatie parlementaire que nous pratiquons ici que les États. Et face aux tensions géopolitiques qui secouent plusieurs régions du monde, notamment au Moyen-Orient et dans certains pays africains comme le Mali, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Hilarion Etong, a souligné le rôle essentiel des parlements dans la préservation du dialogue, de la paix et de la stabilité institutionnelle. Je vous propose d'écouter sa réaction. Il est au micro de Djibril Niane et de Cheikh Tidiane Sène. Que nous ouvrons aujourd'hui autour de 2 thèmes majeurs. Le premier thème porte sur les crises internationales et la souveraineté africaine. Quelle implication des parlements dans la gouvernance stratégique et la sécurité collective? Cette réflexion est essentielle. Depuis plusieurs années, notre continent est confronté à des défis sécuritaires considérables. Terrorisme, extrémisme violent, conflits internes, tensions frontalières, criminalité transnationale, cybermenaces, instrumentalisation informationnelle et ingérence extérieure. Face à ces défis, nos États recherchent légitimement les voies d'une souveraineté renforcée. Mais la souveraineté ne peut être réduite à une simple posture politique. Elle doit reposer sur des institutions solides, une gouvernance démocratique crédible et une capacité collective d'anticipation. La société sénégalaise, la société civile appelle à des concertations nationales plus inclusives, plus directes et davantage centrées sur les préoccupations réelles des populations réunies en Assemblée nationale autour des avant-projets de loi issus des dialogues nationaux. Elle salue l'initiative du chef de l'État tout en plaidant
pour un dialogue sans exclusion et tourné vers les urgences sociales et économiques du pays. C'est un récit de Mamsorno Dramé. Le consortium des organisations de la société civile a réaffirmé ce week-end son soutien aux initiatives du chef de l'État visant à engager de nouvelles concertations nationales dans un format jugé plus souple, plus direct et moins coûteux. Réunis lors d'un atelier national consacré aux avant-projets de loi issus des dialogues nationaux, la société civile estime que cette démarche peut contribuer à renforcer la stabilité, la cohésion nationale et la confiance entre les citoyens et les institutions, dans un contexte marqué par des difficultés économiques et sociales persistantes. Toutefois, les organisations de la société civile insistent sur la nécessité d'organiser des concertations véritablement inclusives. Elles demandent une représentation équilibrée de toutes les forces vives de la nation, notamment les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les autorités religieuses et coutumières, les syndicats, les universitaires, les organisations de femmes et de jeunesse, les personnes vivant avec un handicap, les acteurs des médias ainsi que l'ensemble des forces politiques de la majorité et de l'opposition. La société civile estime également que ces discussions ne doivent pas se limiter aux seules questions institutionnelles ou électorales. Selon elle, les concertations doivent surtout porter sur les préoccupations quotidiennes des Sénégalais. La vie chère, le chômage des jeunes, la dette publique, la transparence des finances publiques, l'accès à la santé, à l'éducation et aux services sociaux de base. Pour les acteurs de la société civile, ce nouveau format de dialogue pourrait permettre une meilleure écoute des citoyens, des échanges plus francs et une participation plus active des populations dans la recherche de solutions durables aux défis du pays. En appelant à des concertations sans filtre et centrées sur les réalités sociales, la société civile place désormais le défi de l'inclusion et du consensus au cœur du futur dialogue national voulu par des autorités sénégalaises. Le Front pour la défense de la démocratie a posé des conditions pour participer au dialogue national. Le coordonnateur Samba Sy a listé leurs attentes et a lancé un appel pour que les conclusions ne soient pas rangées aux oubliettes. Les précisions de Samba Sy, coordonnateur du FDR, au micro de Bénédicte Sagna. Il faut dire que le FDR a plutôt décidé d'attendre d'en savoir davantage avant d'indiquer sa position. Alors, nous n'en savons pas davantage qui va être invité, quel va être l'objet des discussions. C'est après davantage de précisions sur le format, sur les contenus, sur les modalités. L'FDR, s'il était invité, va peut-être décliner sa position. Notre pays est dans une situation bien difficile. Et quand les choses sont ainsi, il va de soi qu'il est essentiel peut-être que les acteurs puissent d'abord s'accorder sur la situation telle qu'elle va, parce que chaque jour de perdu est un jour qui compte. Donc la gravité de la situation commande, à notre sens, que différents partenaires, évidemment, se mettent ensemble autour de ce qui nous réunit tous, c'est le pays. Donc les attentes, c'est la prise en charge des problèmes des Sénégalais qui ont pour nom vie chère, emploi, sécurité, entre autres, et démocratie. Donc voilà un peu ce qui devait être mis en débat, à notre sens. Maintenant, nous attendons une gauche. Et je crois que s'il y avait un conseil à leur donner, ce serait évidemment d'essayer de voir un peu ce qui a pu être fait de bon de par le passé et d'en apprendre. Parce que c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant. Mais effectivement, s'il s'agit de se réunir pour se parler et oublier les conclusions, alors tirer les conclusions de manière tellement parcellaire que les participants ne s'y reconnaissent pas, ce serait un immense gâchis. Et en plus bref, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a annoncé hier la reprise progressive des services de paiement et d'encaissement après l'incident ayant affecté une partie de ses infrastructures numériques, ajoutant que les opérations de sécurisation et de restauration de ces systèmes d'information se poursuivent avec succès. Les analyses techniques réalisées à ce stade ont confirmé que l'incident résulte d'actes malveillants ayant entraîné des perturbations sur certains services et plateformes numériques ainsi qu'une diffusion irrégulière d'informations possibles de poursuite. C'est ce qu'informe le communiqué de la DGCPT. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor évoquait lundi dernier un incident qui a affecté une partie de ces systèmes d'information durant le week-end. Elle n'avait pas encore précisé la nature de l'incident ni l'étendue exacte des perturbations enregistrées.
Dans le reste de l'actualité, mouvement d'humeur au sein de l'administration, les agents du syndicat de l'administration du commerce décrètent 48 heures de grève à partir de ce lundi. Ils dénoncent le comportement de leur ministre de tutelle qui foule aux pieds toutes leurs revendications syndicales et cela sans fondement. Selon leur secrétaire général Ibrahim Ngom, ce n'est que le début de leur lutte. Je vous propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Ibrahim Khalil Djemé. Le problème, c'est qu'on a un ministre qui, au lieu de s'occuper de nos difficultés, de nos doléances, nous sert plutôt des manœuvres, dilatoires, disons. Parce que depuis plus de 2 ans, nous lui avons servi notre plateforme revendicative comportant 8 points, dont la revalorisation salariale, l'obligation de recruter les agents temporaires tels que les chauffeurs, et aussi la construction de bâtiments répondant à nos besoins en termes d'organisation et d'espace. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il est plutôt dans le dilatoire. Depuis lors, nous participons à des discussions avec lui, sans fin. Toujours, il n'y a pas eu de résultat probant. Il n'y a eu aucun acte de sa part allant dans le sens de nous montrer qu'il est dans les dispositions de prendre en compte nos préoccupations. Même si, bien sûr, on a déposé le mois de février passé notre préavis de grève, mi-février, qui devait durer du 15 février au 30 mars, au 15 mars plutôt. Il nous avait appelé à des discussions parce qu'il fallait travailler sur un certain nombre de textes qui devaient être pris par le département. En tant que syndicat responsable, on s'est engagé à participer à ces discussions. Mais par la suite, on a vu une certaine volonté de sa part de ne pas signer l'arrêt. Ce qu'on a eu à constater, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas, en tout cas, dans les dispositions de faire en sorte que tous les problèmes du département soient réglés pour que notre administration soit aux normes et réponde aux exigences en termes de modernisation. Face à ce dilatoire, jusqu'où vous êtes prêt à aller, ne serait-ce pour satisfaire vos besoins? Nous serons prêts à utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour que nos préoccupations soient prises en compte. Cette grève de 48 heures n'est en réalité qu'un premier acte, un acte parmi tant d'autres. Et de ce point de vue, nous demandons à nos camarades de rester mobilisés et de se préparer pour l'acte 2 jusqu'à l'acte N. Et en plus bref, la Fédération des syndicats de la santé a décrété un nouveau plan d'action. Il s'agit dans un premier temps d'un boycott de toutes les activités liées à la vaccination du lundi 1er au lundi 8 juin 2026. Et c'est là sur l'ensemble du territoire national. Une grève de 72 heures est également prévue les mercredis 4, jeudi 5 et vendredi 6 juin. Les syndicalistes dénoncent l'absence de réponse concrète des autorités à leurs revendications. À en croire Chersek, le coordonnateur de la FDS, le gouvernement n'a respecté aucun de ses engagements. Et puis les travailleurs de ex-CAF Télécom sont montés au créneau. C'était hier lors d'une conférence de presse pour dénoncer leur situation, interpeller les autorités compétentes entre revendications sociales, inquiétudes sur leurs droits et appel à des solutions durables. Ces anciens agents réclament une meilleure prise en charge de leurs préoccupations après plusieurs années d'attente. Pape Hassan Diop est le secrétaire général des agents des travailleurs de l'ex-CAF Télécom. Je vous propose de l'écouter au micro de Khalifa Babakar Fall. Depuis maintenant 16 mois, des hommes et femmes travaillent sans percevoir leur salaire. 16 mois de souffrance, 16 mois de sacrifice et d'incertitude. 16 mois durant lesquels les familles entières ont été plongées dans une précarité extrême. La direction avait promis le paiement de plusieurs mois d'arriérés au plus tard le 2 décembre. Finalement, un seul mois de salaire a été versé, une mesure largement insuffisante face à l'ampleur de la crise que vivent les travailleurs. Aujourd'hui, nous refusons de continuer à souffrir dans le silence. Nous refusons que la dignité des travailleurs soit piétinée. Nous refusons que les familles soient abandonnées sans solution. C'est pourquoi le collectif des travailleurs d'Excaf Télécom annonce la poursuite des journées noires jusqu'au paiement immédiat intégral de l'ensemble des arriérés de salaire. Nous lançons également un appel solennel aux autorités compétentes, aux syndicats et aux organisations de défense des droits de l'homme et des travailleurs. Nous exigeons une solution urgente qui soit trouvée à cette crise.
Alors, nous allons parler de la sensibilisation contre la pollution et les déchets solides. L'association des mécaniciens de Pikine, les services des eaux et forêts, les forces de l'ordre ont uni leurs forces. C'est pour protéger la forêt classée de Mbao. Des activités de nettoyage de reboisement ont été menées ce week-end selon le désir de l'État du Sénégal. Je vous propose de suivre les explications du colonel Madio Babacar John. Il est directeur des eaux et forêts. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Ces actions que nous sommes en train de mener permettent un peu d'éradiquer ces dépôts sauvages, mais nous le faisons en rapport avec les populations. Vous avez vu les forces de défense et de sécurité qui sont là, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, à côté des mécaniciens qui sont là, mais également les jeunes du programme d'appui Réundaouni, qui nous accompagnent pour un peu nettoyer ces zones un peu infestées d'ordures et pour montrer que l'environnement est un tout. Et vous avez également nos partenaires de la SAR qui produisent des hydrocarbures pour les véhicules, que ce soit les avions, les véhicules cyclomoteurs et autres, et les automobiles. Donc, mais pour montrer que l'environnement concerne tous les secteurs, donc c'est transversal. Donc, ce qui veut dire que donc, tout un chacun doit savoir qu'il doit nettoyer là où il est son environnement immédiat. Parce qu'un corps sain dans un environnement sain et un esprit sain également. Donc, ce qu'on est en train de faire, le président des mécaniciens l'a dit, c'était à eux de faire ce travail-là. Ils ne l'ont pas fait, les forces de défense et de sécurité sont venues et les autres jeunes pour les accompagner à nettoyer. Donc ça doit être un travail quotidien, une action quotidienne, parce que quiconque sait que l'activité de la mécanique rime avec production de déchets. Et on a les populations également qui vivent à côté de la forêt classée, qui produisent des déchets, mais qui sont jetés de manière anarchique dans la forêt, alors qu'on a des bacs à ordures qui sont là. Donc c'est une action qui permet de sensibiliser, mais d'informer sur la nécessité de préserver cet environnement, cet écosystème. Vous le dites quoi les populations? Donc nous leur demandons de veiller à la préservation de cette forêt. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. L'actualité internationale nous mène d'abord en Ouganda où les autorités sanitaires sont en état d'alerte d'après la confirmation de 2 cas d'Ebola dont un mortel lié à l'épidémie qui touche l'est de la République démocratique du Congo voisine. Les personnes ayant été en contact avec le ressortissant congolais décédé ont été placées en isolement tandis que Kampala renforce les contrôles à la frontière. La surveillance est particulièrement renforcée aux frontières entre l'Ouganda et la RDC. Toutes les personnes qui se rendent en RDC et qui en reviennent sont contrôlées et soumises à des tests. Le gouvernement a aussi décidé de reporter le grand pèlerinage du jour des martyrs prévu le 3 juin et qui attire chaque année des milliers de fidèles venus de toute la région. Pour les autorités, il n'est pas question de prendre le moindre risque. La guerre au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a annoncé hier avoir renoncé à une attaque contre l'Iran prévue mardi. Cela en réponse à une demande des dirigeants du pays de Golfe. Le milliardaire américain a également fait état des négociations sérieuses avec Téhéran et dans un message sur sa plateforme toute sociale, le président américain a toutefois affirmé que les États-Unis se tiennent prêts à lancer une attaque totale et à grande échelle contre l'Iran à tout moment si un accord acceptable n'était pas trouvé avec Téhéran. Il précise que la demande de suspendre l'opération militaire dont il n'avait pas parlé jusqu'à présent vient des dirigeants du Qatar, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Selon lui, ces derniers jugent qu'un accord est possible avec Téhéran. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman Al Saoud et le président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, m'ont demandé de reporter notre attaque militaire prévue demain contre la République islamique d'Iran. Ils m'ont expliqué que des négociations sérieuses sont en cours et que selon eux, en tant que grands dirigeants alliés, un accord sera conclu. Accord qui sera très acceptable pour les États-Unis d'Amérique ainsi que pour tous les pays du Moyen-Orient et au-delà, écrit le président américain sur son réseau social. À présent, c'est la page sportive de cette édition.
L'actualité sportive, c'est l'affaire de Lamine Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous Fatou Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons par le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027 qui sera effectué aujourd'hui. Ce sera donc au Caire à 12h exactement. Nous saurons qui seront les équipes que le Sénégal défiera pour espérer donc se qualifier à la CAN 2027. La cérémonie se tiendra au siège de la Fédération égyptienne de football et marquera également la présence de légendes africaines comme Marc-Alain Gradel, William Tross-Ekong, Essam El Adari ou Trésor Mpoutou qui participeront également à ce tirage. Cette campagne sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. La phase finale est prévue du 19 juin au 17 juillet 2027. Vous le savez, la CAF va déployer donc en format classique 48 équipes, 12 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur ticket pour la phase finale, sauf dans les groupes avec un pays hôte où une seule équipe pourra se qualifier. Les meilleurs deuxièmes compléteront donc la liste des équipes qualifiées. Cette fois-ci, nous parlons de la CAN Beach Soccer 2026. Le Sénégal est donc désigné pays hôte de la CAN 2026 de Beach Soccer. Le football de plage qui, bien entendu, donc sera évoqué ou fait au Sénégal. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football l'a confirmé hier et publié sur la page Facebook, ou en tout cas ses pages officielles. Le Sénégal, tenant du titre, va défendre son titre sur le sol national dans l'objectif de remporter une 6e fois consécutive le sacre continental. La CAN de Beach Soccer 2026 réunira 8 sélections africaines qui tenteront également de décrocher la Coupe d'Afrique, mais aussi au-delà de ce titre continental. C'est donc un moment important pour la qualification à la Coupe du Monde Beach Soccer de la FIFA prévue en 2027. Eh bien, au-delà du football, avant de sortir du football, nous parlons cette fois-ci de la Coupe du Monde 2026. Les listes commencent à sortir. Eh bien, sachez que la publication de la liste du Brésil a fait un peu de bruit sur les plateformes digitales, surtout avec la convocation de l'ancien joueur, en tout cas l'ancien attaquant du Barcelone et du Paris Saint-Germain. Neymar Junior est convoqué par, bien entendu, Carlo Ancelotti du Brésil pour la Coupe du Monde 2026 à venir. Dans la lutte sénégalaise, Al Bourakh a officialisé le combat Ada-Fass Balla Gaye. Il est donc prévu pour la saison prochaine. La date n'est pas encore fixée. Et pour finir avec une autre discipline, le volleyball, le tournoi international de la Sénégambie est donc bouclé en dames. Je rappelle que la Sokosim a fait en 100% en remportant des titres en indoor et en beach volleyball et en homme. EPT n'a pas pu aller jusqu'au bout en indoor. Le club thiessois s'est incliné en finale face à YMCA 3-7-0 pour le beach soccer, pour le beach volleyball en homme. Sachez que Santiago de volleyball de Ziguinchor s'est emparé du titre. Le Sénégal, Fatou Abdou, sera le pays hôte de la prochaine édition de la Sénégambie. C'est tout pour cette page sportive. Et merci beaucoup Lamine Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse.